Salut, bienvenue au sommaire de Grand Tourisme. Le pot de yogourt, icône des années 60, devient un vrai 4x4. Ainsi, la Fiat 500 passe du statut de citadine à celui de franchisseur. Jérôme Vassia vous détaillera ses qualités, mais aussi ses différences. Côté actu, deux nouveautés dévoilées sur le segment premium, des berlines de luxe, avec la présentation de la BMW série 7, nouvelle génération, et de la Jaguar XJ version 2016. Enfin, côté sport, direction la Sarthe et la 83e édition des 24 heures du Mans. En attendant plus d'une seconde à perdre, bienvenue, contact, c'est parti! Cette Fiat 500X est aussi craquante que séduisante, alors pas de temps à perdre. À toi Jérôme. J'avais espéré avoir le célèbre modèle rouge que vous avez pu voir dans la publicité lors du Super Bowl. Célèbre, oui, parce qu'effectivement, cette publicité a fait le buzz, comme on dit. Alors, est-ce que la voiture ou la petite pilule bleue vont avoir un effet sur moi ? Aujourd'hui, on va tester la voiture, bien évidemment. Cette 500X, alors 500, c'est bien marqué ici. Ça ressemble à une Fiat 500, c'est vrai. Elle est un peu bodybuildée avec les ailes en plastique, là, les renforts, mode crossover 4x4, des vitres teintées. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus haute, elle a même rajouté des barres de toit. Alors on s'éloigne du concept originel de la Fiat 500 d'époque, mais moi je trouve qu'elle a une bonne bouille, c'est plutôt bien réussi, même avec le béquet, les vitres teintées. Elle a de belles formes, c'est marqué 4x4. On va voir si elle a de l'effet aussi quand on monte dedans ou quand on la conduit. L'intérieur plutôt agréable, moi j'aime bien les sièges avec le rappel du 500 sur le cuir. Biton, bimatériaux aussi, c'est plutôt bien réussi avec ce mat aussi, le grand écran tactile au milieu, le volant avec les commodos complets. Bon, ce qui manque un petit peu, c'est au niveau finition, c'est des matériaux un petit peu durs, ça c'est dommage. Et puis une assise de siège qui est quand même un peu plate, je ne suis pas sûr que ça maintienne super bien. On est assez haut, c'est plutôt bien réussi pour l'instant. Ouais, c'est validé. On va voir maintenant à l'utilisation ce que ça peut donner. À l'utilisation, cette 500X, alors elle est un peu moins ludique qu'une Fiat 500 normale. Ça ressemble un peu plus à une voiture normale, on va dire. C'est un peu plus habituel. Néanmoins, l'équipement est complet. Un petit défaut malgré tout, je trouve. Alors, la position de conduite est bien, mais du coup, je me retrouve avec l'écran central qui est un peu loin pour le menu tactile. Je suis obligé de m'avancer régulièrement pour m'en servir. Alors, c'est vraiment pour chipoter, hein. Après, moi, l'intérieur, je trouve ça plutôt agréable. Et à l'utilisation, c'est sans souci. Pour la partie châssis, je suis agréablement surpris. J'avoue, j'ai même pris du plaisir ce matin à son volant. Sur les petites routes sinueuses que nous avions trouvées, eh bien, le châssis se comporte très bien, une bonne tenue de route. C'était assez plaisant, avec un excellent freinage à souligner. Le confort est là aussi. Franchement, bien surpris. Pour l'ensemble moteur boîte de vitesse, alors c'est là que j'ai le plus à dire et pas forcément quand bien. Je m'explique. Moteur diesel 140 chevaux. Honnêtement, bon, je ne sais pas s'il y a tous les chevaux, moi je trouve que c'est un peu creux. Les accélérations ne sont pas foudroyantes et pourtant ça fait quand même 140 chevaux, c'est pas rien. Et puis surtout avec la boîte de vitesse robotisée,
c'est pratique, robotisé. Par contre, là, par exemple, on roule, je suis en 9e vitesse. Oui, on n'est pas sur du vélo, hein. On est bien sur la Fiat 500X. Alors, 9 vitesses, est-ce que c'est utile sur une boîte robotisée pour ce genre de véhicule? Je n'en sais rien. Il n'y a pas les palettes au volant et tant mieux, on n'en a pas besoin. Il y a la boîte robotisée qui est faite comme il faut, je précise. On monte les rapports en tirant et on rétrograde en poussant. Alors je dis bien faite par rapport à l'utilisation que je peux en faire d'habitude sur une voiture de course. Souvent c'est inversé sur les véhicules de tourisme. Donc un bon point pour Fiat, ça c'est bien fait. Et par contre l'inconvénient, c'est deux inconvénients. Les inconvénients sont premièrement l'insonorisation. Moi je trouve qu'on entend beaucoup trop le moteur dans l'habitacle. C'est pas reposant, c'est pas zen, c'est stressant, c'est pas cool. Franchement, ça c'est dommage. Et le deuxième mauvais point, je suis étonné de la consommation lors de notre essai. On est aux alentours des 9 litres et pourtant on n'a pas fait, c'était pas une spéciale de rallye. C'est une consommation élevée pour un essai grand tourisme par rapport à ce que l'on fait d'habitude. C'est dommage parce que sinon le portrait est vraiment bien, avec beaucoup d'équipements comme je vous l'ai dit. Bon, c'est un petit point à surveiller. Avant de terminer notre essai dans Grand Tourisme, je vous laisse la suite avec l'actu et puis surtout la rubrique sport. Ciao, ciao! Fiat 500X à partir de 15 990 €. Voici la 6e génération de la BMW série 7. À l'image de sa devancière, elle est proposée dans deux silhouettes. Dans sa version à empattement long, la berline de luxe affiche un empattement allongé de 14 cm pour atteindre 3,21 m et une habitabilité arrière agrandie en conséquence. Avec une longueur de près de 5,10 m, elle devient le modèle de série le plus grand jamais lancé par le constructeur munichois. Elle présente les proportions typiques de la marque avec un long capot moteur, un porte-à-faux avant réduit. La ligne de toit plonge avec douceur vers l'arrière. Elle est la première automobile de la marque sur laquelle les volets d'air pilotés sont bien visibles. Les volets d'air ne s'ouvrent qu'en cas de besoin accru de refroidissement, le reste du temps, ils sont fermés. Le dessin graphique lumineux des phares ronds, doubles, typiques de la marque, biaisés en haut et aplatis en bas, contribue au regard concentré et déterminé de la voiture. Toutes les sources lumineuses des optiques arrière sont à LED. Les deux unités en L sont reliées par une bande de chrome s'étendant sur toute la largeur de la partie arrière. Bien encastrés dans le bouclier arrière, les embouts d'échappement bordés de chrome constituent un autre détail haut de gamme. Elle devient la première automobile de série capable de se garer dans un emplacement en bataille ou dans un garage et d'en sortir sans conducteur au volant. Autre première, l'utilisation de matières plastiques renforcées par fibre de carbone, PRFC, dans la structure de la carrosserie. Cette nouvelle BMW série offre la technologie du futur au service du luxe. En attendant sa commercialisation prévue vers la fin d'année, il faudra faire preuve d'un peu de patience. La nouvelle XJ présente une calandre plus grande et plus verticale. Les lames chromées sur les prises d'air soulignent le caractère prestigieux de la voiture. Les feux avant full LED accentuent le design 4 feux caractéristique des berlines sportives de Jaguar. Ils sont associés à un éclairage actif de changement de direction et statique de virage, ainsi qu'à une assistance de feu de route automatique. Les LED fournissent également une température de couleur plus proche de la lumière du jour que les Big Xenon, améliorant ainsi la visibilité et le confort du conducteur tout en consommant moins d'énergie. À l'intérieur, elle reçoit une inscription autobiographie en taille douce, des sièges matelassés en cuir semi-aniline avec piqûres contrastées, une garniture de pavillon en cuir, des habillages en chêne et des seuils de porte
Plus performant, plus raffiné, plus efficace, le nouveau V6 3 litres diesel incorpore de nombreuses technologies pour en augmenter la puissance et réduire les émissions. Répondant à la norme Euro 6, ce moteur développe 700 Nm, permet à la XJ de couvrir le 0 à 100 km/h en 6 secondes de seulement, tout en n'émettant que 149 grammes au kilomètre de CO2 en cycle mixte européen. Les performances de la XJ encore améliorées grâce à la dernière génération du V6 diesel. Année après année, la popularité des 24 heures du Mans ne cesse de croître. Cette 83e édition ne faillit pas avec 263 500 spectateurs. Porsche s'offre une superbe 17e victoire grâce au trio Hülkenberg, Bamber et Tandy, assorti d'un doublé avec l'équipage de la numéro 17, Bernhard, Weber et Hartley. Au départ de la catégorie Rennes, ils étaient 4. Audi et Porsche défendaient équitablement les couleurs de l'Allemagne face à un duo japonais plus hétérogène, constitué de Toyota, champion du monde d'endurance en titre, et de Nissan, qui effectuait son grand retour au plus haut niveau. Dans ce match Japon-Allemagne, la palme de la vitesse et de l'endurance a nettement basculé dans le camp germanique et plus précisément chez Porsche. Les deux constructeurs allemands se sont livrés un combat de tous les instants, les pilotes des Audi R18 e-tron, Quattro et Porsche 919 hybride rivalisant de prouesses à plus de 240 km/h de moyenne lorsque la piste le leur permettait. Grâce à la Porsche numéro 19, le constructeur allemand remporte sa 17e victoire aux 24 heures du Mans. Il est venu à bout, non sans mal, de son cousin du groupe Volkswagen, Audi, dont les voitures ont toutes été successivement retardées. Autre constructeur japonais, et même sanction à l'arrivée pour Nissan, qui voyait une seule de ses voitures, la numéro 22, passer sous le drapeau à damier. Prochain rendez-vous en juin 2016, où 50 ans après son historique triplé, l'américain Ford reviendra sur le circuit sartois. Salut et à la semaine prochaine.